Quand mon frère a eu 21 ans, on lui a organisé un concert dans le jardin, invité ses amis de l'université et même offert une voiture neuve. Quand mon tour est arrivé, on m'a laissé un gâteau à moitié mangé avec un papier froissé qui disait « L'argent n'a pas suffi ». Quand j'ai demandé ce qui se passait, ma mère s'est moquée en disant que j'exagérais tout, alors j'ai rassemblé mes affaires, pris une photo de cette prétendue célébration et suis parti sans me retourner. À minuit, mon père m'a écrit pour me demander si je comptais rentrer, et c'est là que sa chute a commencé. Je ne savais pas vraiment à quel genre d'anniversaire m'attendre pour mes 21 ans, mais je savais que je n'imaginais pas trouver la moitié d'un gâteau bon marché oublié au fond du réfrigérateur et une feuille froissée avec un message écrit à la hâte qui disait « Désolé, les temps sont durs. Avec toute mon affection, maman. » Sans mon nom, sans dîner, sans ballon, rien de plus. Mais je reviens en arrière, car tout cela n'a pas commencé ce jour-là. Cela venait d'années enfouies dans de petits moments que je me répétais toujours n'être pas si grave. Je suis Corentin, j'ai 21 ans et si je devais expliquer ma place au sein de la famille, ce serait quelque chose comme un bruit de fond. Je suis le fils du milieu, mais pas le rebelle typique ni celui qui réclame de l'attention. J'ai plutôt appris que rester silencieux évitait les disputes, du moins jusqu'à ce que ça cesse de fonctionner. Mon frère aîné, Wilfried, a toujours été le favori déclaré. Charismatique, athlétique, bruyant, le genre de personne qui pouvait démolir votre voiture, accuser les freins et quand même en obtenir une meilleure le lendemain. Ma sœur cadette, Sibylle, était le bébé, adorable quand elle avait besoin de quelque chose, froide dans le cas contraire. Maman l'appelait toujours notre petit miracle, se souvenant de la grossesse surprise après une fausse couche. Depuis sa venue au monde, tout tournait autour d'elle. Et moi, j'étais celui qui faisait ses devoirs sans qu'on le lui rappelle, celui qui gardait un dossier scolaire impeccable, celui qui nettoyait la cuisine quand tout le monde était déjà parti. On pourrait penser que de tels efforts signifieraient quelque chose, n'est-ce pas? Mais chez moi, être silencieux équivalait à être invisible. Papa avait été mon refuge pendant des années. Il faisait de longues journées, oui, mais quand il était à la maison, il me voyait. Il me posait des questions sur mes cours, me laissait un mot dans mon sac s'il partait tôt ou me gardait un morceau de tarte supplémentaire quand il en restait. Mais quelque chose a changé quand Wilfried est parti à l'université. Papa est devenu plus éteint, comme si quelque chose lui drainait son énergie. Et maman a pris les rênes de la maison comme la directrice d'une croisière, ordonnant, contrôlant, récompensant celui qui faisait le plus de bruit. Chaque fois que Wilfried rentrait à la maison, c'était comme si quelqu'un avait annoncé un défilé improvisé, et la comparaison faisait mal, même si je faisais semblant que non. Je me souviens de son 21e anniversaire comme si c'était hier. J'avais 18 ans et j'ai passé toute la semaine à préparer le jardin pour sa fête surprise. J'ai tondu la pelouse, accroché des lumières, peint un bout de la clôture qui était défraîchi pour que ça rentre bien sur les photos. Maman a même payé les billets de train de 6 de ses amis de la fac pour qu'ils viennent. Papa a loué une petite scène. Un groupe local a joué pendant des heures pendant que tout le monde buvait de la bière artisanale et célébrait comme s'il recevait un prix pour l'ensemble de sa carrière. Il n'a même pas touché au fût. Il était trop occupé à enregistrer des stories pour ses réseaux sociaux. Et le cadeau, une voiture neuve avec un ruban rouge. Tu l'as bien mérité, a dit maman fièrement, comme s'il n'avait pas passé le dernier semestre à se traîner. J'ai essayé de ne pas me sentir mal. Je me suis répété que ce serait différent quand viendrait mon tour. Peut-être quelque chose de simple, mais de spécial, un dîner, un gâteau avec mon nom, une phrase sincère, un signe minime que quelqu'un se souvenait que j'existais. J'ai gardé cet espoir pendant 3 ans comme s'il s'agissait d'un ver fragile. Et mon jour est arrivé. C'était un jeudi. J'avais des cours le matin, mais j'ai libéré mon après-midi au cas où. Quand je me suis réveillé et qu'il n'y avait aucun message, j'ai pensé qu'ils attendaient simplement de me voir. À midi, j'ai envoyé un message sur la conversation de groupe familial, « Salut, j'ai 21 ans aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. » Quelques minutes plus tard, Sibylle a répondu « Joyeux anniv ». Sans émoji, sans ponctuation. Wilfried n'a même pas répondu. Maman l'a laissé en lu. Cela aurait dû suffire pour comprendre, mais j'ai insisté pour y croire. En arrivant à la maison, tout était sombre. Pas de musique, pas d'ambiance festive, seulement le bruit du réfrigérateur et la voix de Sibylle en appel vidéo dans sa chambre. J'ai trouvé maman dans la cuisine en train de ranger les courses. Elle a levé les yeux, surprise,
comme si elle ne m'attendait pas. « Ah, salut, tu es rentré ?» m'a-t-elle dit. « Oui, longue journée », ai-je répondu. Puis, plus bas, « c'est mon anniversaire. » Elle est restée immobile une seconde et a souri comme si elle venait de s'en souvenir. « Bien sûr, joyeux anniversaire, chérie. » J'attendais quelque chose de plus. Un indice, un geste. Rien. Je pensais qu'on pourrait faire quelque chose de simple cette année, a-t-elle continué. Tu sais, avec la situation financière actuelle. Je l'ai regardée sans savoir quoi répondre. Et qu'est-ce qui est simple, ai-je demandé. Elle a montré le plan de travail. Là se trouvait un gâteau à moitié mangé sur un plateau cabossé. Un de ceux achetés au supermarché à la dernière minute. Probablement celui qu'on prend quand on se souvient tardivement qu'on devait apporter quelque chose à une réunion. Il manquait un morceau, comme si quelqu'un l'avait goûté avant de décider qu'il ferait encore l'affaire. Dessus, un papier arraché d'une enveloppe, plié n'importe comment. Je l'ai ouvert. Désolé, les temps sont durs. Joyeux 21 ans. Avec toute mon affection, maman. Pas de signature de papa, pas de tentative de blague, rien. Je suis resté à le regarder. Ce n'était pas de la colère que je ressentais, c'était quelque chose de plus creux, de plus froid. Une certitude, je ne pouvais plus me mentir à moi-même. Je n'exagérais pas. Ce n'était pas de la sensibilité, ni de la jalousie. C'était une preuve directe de ce qui avait toujours été là. Je n'avais pas d'importance. Je suppose que je m'attendais à quelque chose de différent, ai-je réussi à dire, en essayant que ma voix ne tremble pas. Maman a laissé échapper un rire. Un rire. Oh, Corentin, toujours aussi dramatique. Et quelque chose en moi s'est brisé, sans cri ni coup. Ce fut une rupture silencieuse, comme lorsqu'on accepte finalement que le ciel ne va pas s'éclaircir, peu importe à quel point on le souhaite. Je l'ai regardé et je n'ai plus vu ma mère. J'ai vu une femme qui n'avait aucun intérêt à me comprendre. J'ai tourné les talons, suis monté dans ma chambre et j'ai commencé à mettre des vêtements dans un sac à dos. 3 tenues, mon ordinateur portable, mes affaires essentielles. C'est tout. Quand je suis sorti de ma chambre, je tenais dans mes mains une photographie encadrée de moi à 6 ans. C'était d'une partie de pêche avec mon père, la dernière avant que Wilfried ne commence les sports et que les sorties en famille ne disparaissent sans explication. En passant par la cuisine, je me suis arrêté devant le gâteau à moitié mangé et le papier froissé avec ce message anodin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris une photo, le gâteau mutilé, le mot, les sacs de course bien alignés, rien qui n'indiquait précisément un manque d'argent. J'ai ouvert la porte et je me suis éloigné sans regarder en arrière jusqu'à ce que la maison soit cachée par les arbres. Je n'avais aucune idée de l'endroit où j'allais. Je savais seulement que je n'allais pas rester une seconde de plus. J'ai fini par arriver à l'appartement de Benoît. Quand il m'a ouvert, son expression est passée de la surprise à l'indignation en quelques secondes après que je lui ai montré la photo du gâteau. Nous nous sommes assis sur son petit balcon en buvant un soda en silence, sentant l'air épais de la fin de l'été. Il était presque minuit quand mon téléphone a vibré avec un message de mon père, « Tu vas rentrer ?» L'écran illuminait l'obscurité comme s'il contenait une réponse que je ne parvenais pas à trouver. J'ai pensé à répondre, j'ai aussi pensé à effacer le message, mais finalement je suis resté immobile, le pouce sur le clavier, me demandant ce que signifiait vraiment revenir. Revenir à quoi, exactement? Je n'ai pas répondu cette nuit-là, ni la suivante. J'ai laissé ce message non ouvert, comme le dernier fil d'une conversation que je ne savais plus si je voulais poursuivre. J'ai passé les jours suivants sur le canapé de Benoît, alternant entre des moments de silence absolu et des crises de rire, car lui, dans sa tentative de me distraire, mettait de vieux films, commandait de la malbouffe et proposait des marathons interminables de FIFA. Il a même insisté pour m'organiser un vrai anniversaire, même si nous n'étions que nous deux et 2 autres amis. Mais je n'avais pas le cœur à célébrer quoi que ce soit. Ce n'était pas le gâteau ni le mot, c'était tout ce qu'il y avait en dessous. Des années à me sentir invisible, relégué, réduit à un rôle secondaire au sein de ma propre famille. À ce moment-là, je n'avais pas les mots, mais j'avais la sensation. Quand on découvre sa véritable place dans une famille, on ne peut plus fermer les yeux. 2 jours plus tard, mon père a de nouveau écrit, « J'espère que tu vas bien. Dis-moi où tu es. Il faut qu'on parle. » Et encore une fois, le silence.
Je me suis préparé à une sorte d'explosion familiale. J'ai imaginé ma mère m'appelant sans arrêt, Sibylle m'envoyant des messages manipulateurs, Wilfried lançant un commentaire condescendant du style « Tu prends toujours tout trop à cœur ». Mais rien ne s'est passé, absolument rien. C'était comme si je m'étais évanoui. Je vérifiais constamment la conversation de groupe familial. Rien de Wilfried, aucun suivi de la part de ma mère. Le seul mouvement fut un selfie de Sibylle montrant ses nouveaux ongles. Ma mère a seulement répondu « Ils sont jolis ». Et c'est tout. Le 5e jour, le frère aîné de Benoît avait besoin du canapé pour un ami qui venait lui rendre visite. Je devais décider quoi faire. Rentrer à la maison en rampant était hors de question. J'ai donc appelé mon cousin Théo. Il vivait dans un studio minuscule à l'autre bout de la ville, consacré à sa petite entreprise de montage vidéo. Nous avions été proches enfants, mais la vie d'adulte nous avait éloignés. Pourtant, quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il m'a dit sans hésiter, « Bien sûr, viens. Il y a de la place entre le bureau et la Xbox. » Et c'est ce que j'ai fait. L'endroit de Théo était petit, mais il avait un goût de liberté. Il ne m'a pas interrogé, ne m'a pas mis la pression, il m'a juste laissé être. Il m'a même permis de l'aider sur quelques travaux de montage, des vidéos de mariage, des miniatures pour YouTube, du contenu court. Il m'a payé un peu pour ça et, même si ce n'était pas beaucoup, ça m'a redonné un sentiment d'utilité dont je ne savais pas à quel point il me manquait. 2 semaines se sont écoulées avant que quelqu'un de ma famille ne réapparaisse dans ma vie. Je revenais d'une visite rapide à l'épicerie du coin quand j'ai vu la voiture de mon père garée devant l'immeuble de Théo. Il était appuyé sur le capot, les bras croisés, l'air plus fatigué que dans mon souvenir. J'ai pensé à faire demi-tour, à disparaître dans une rue latérale, mais il m'avait déjà vu. « Corentin » a-t-il dit en se redressant. Je me suis arrêté à quelques mètres. « Comment m'as-tu trouvé » La mère de Théo a répondu. « Je l'ai appelée. Elle s'inquiète pour toi. » Je n'ai pas répondu. Il a désigné un banc proche, m'invitant à m'asseoir. Je suis resté debout. « Ta mère a demandé de tes nouvelles » a-t-il ajouté. J'ai haussé un sourcil. « Ah oui. C'est étrange, elle a mon numéro. » Il a soupiré. « Corentin, ce n'est pas si simple. » Non, ça ne l'est pas, les jeux interrompus, incapable de me retenir. Elle s'est moquée de moi. Le jour de mon anniversaire. Et toi? Savais-tu au moins ce qu'elle m'avait offert? Il a baissé les yeux. Elle a dit qu'elle voulait faire simple cette année. Je travaillais tard. Je ne savais pas qu'elle n'avait même pas acheté un gâteau décent. J'ai laissé échapper un rire amer. Décent? C'était un vieux gâteau, entamé, qui sait depuis quand. Avec un mot. Et pendant ce temps, pour Wilfried, on organise des concerts, on offre des voitures, des voyages avec ses amis. Sa mâchoire s'est crispée. C'était un autre moment. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça a toujours été comme ça. Je suis le plan de secours, celui qui ne demande rien. Et maintenant que pour la première fois je réagis, tout le monde se demande ce qui m'arrive. Où était cette inquiétude quand ça faisait 10 ans que je demandais qu'on me voie? Il n'a pas eu de réponse. Après un moment, il s'est levé et a sorti une enveloppe de la poche de sa veste. Il me l'a tendue. J'ai hésité avant de la prendre. À l'intérieur, il y avait un chèque de 100 €. C'est un cadeau d'anniversaire, a-t-il dit à voix basse. Je sais que c'est tard, mais je ne voulais pas que tu penses qu'on ne s'en soucie pas. J'ai tenu le chèque comme s'il me brûlait les doigts. Cela ressemblait à une tentative d'acheter mon silence, une sorte de pansement superficiel sur une blessure profonde. Je ne reviendrai pas, lui ai-je dit. Il a hoché lentement la tête, a fait demi-tour et est retourné à sa voiture. Cette nuit-là, j'ai rangé le chèque à l'arrière de mon cahier et j'ai essayé de ne plus y penser, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. 2 semaines plus tard, j'ai appris que Wilfried était revenu en ville pour les vacances de la Toussaint. Je l'ai su parce que Benoît m'a écrit, « Ton frère est dans un bar du quartier. Il a payé 3 tournées pour tout le monde. On dirait qu'il fête quelque chose. » J'ai juste répondu, classique. 1 heure plus tard, j'ai reçu un message privé de Wilfried sur Instagram, « Sérieux, tu as arrêté de parler à la famille pour un gâteau, frérot ?» Je n'ai pas répondu.
Je n'allais pas entrer dans son jeu de distorsion de la réalité, mais il en a envoyé un autre, maman est anéantie. Tu pourrais au moins lui parler. Tu rends toujours tout plus compliqué que nécessaire. Et là, quelque chose en moi a cédé, non pas de tristesse, mais de lassitude. C'était ce ton habituel, cette tentative de me faire sentir coupable d'exprimer ma douleur, comme si reconnaître que quelque chose m'avait blessé était un acte d'exagération. J'ai pris une autre photo du mot, presque par impulsion. À ce stade, il était froissé, les coins cornés, mais il restait parfaitement lisible. Je le gardais dans mon sac à dos comme une preuve que personne d'autre ne voulait reconnaître. Je l'ai envoyé à Wilfried et j'ai écrit « Explique-moi encore en quoi ce n'est pas mal ». Sa réponse n'est jamais arrivée. Il m'a laissé en lu, comme tant de fois où la conversation le mettait mal à l'aise ou qu'il ne lui convenait tout simplement pas de s'impliquer. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était maman. J'ai hésité quelques secondes avant de répondre. La vérité, c'est que je ne voulais pas entendre sa version des faits, mais la curiosité a fini par me pousser à décrocher. « Allô » ai-je dit. Le silence qui a suivi a été long, dense, comme si elle mesurait chaque mot avant de le prononcer. « Tu as fait honte à ton frère » a-t-elle finalement déclaré d'un ton si calculé qu'il semblait répéter. J'ai cligné des yeux, sans comprendre. « Comment ça ?» Envoyer ce mot. C'était quoi ça? On aurait dit un enfant faisant un caprice passif-agressif. Qu'est-ce que tu voulais prouver? J'ai respiré lentement. Je voulais clarifier que j'avais fini de faire semblant, ai-je répondu. Je ne vais plus continuer à agir comme si cette famille traitait tout le monde de la même manière. Son rire amer a fait monter la température de mon corps. Oh, s'il te plaît, tu as toujours été trop sensible. Tu n'as jamais rien demandé. Jamais. Nous pensions que tu n'avais tout simplement pas besoin d'attention. Je l'ai interrompue avant qu'elle ne continue à arranger l'histoire à sa convenance. C'était votre supposition, pas la mienne. Il y a eu un bref silence, mais lourd. Ce genre de pause où l'on espère que, pour une fois, ils vont enfin dire quelque chose de vrai, d'honnête, même un minimum de reconnaissance. Mais non. Si tu comptes continuer à être dramatique, il vaut peut-être mieux que tu ne sois pas là, a-t-elle statué avant de raccrocher. Ce fut la fin de la dernière conversation à peu près cordiale que nous ayons eue. Car même si je ne le savais pas à ce moment-là, la véritable rupture était à 2 semaines de là. J'ai reçu un message de Sibylle. Tu devrais voir ça. Elle a joint une capture d'écran du Facebook familial. Ma mère avait publié une photo. Un très long texte parlait de célébrer les réussites, d'être entouré de ceux qui comptent et de créer des souvenirs en famille. Et là, il y avait Wilfried, levant une bouteille de champagne, souriant comme si tout dans sa vie était parfait, avec en arrière-plan des ballons, des serpentins et une énorme bannière dorée qui disait « Félicitations, Wilfried ». Sibylle se tenait sur le côté, comme si elle avait été invitée par obligation. Elle avait l'air mal à l'aise, ne sachant pas où se mettre sur la photo. Je suis resté à regarder l'image, sentant mon estomac se nouer un peu plus à chaque seconde, mais même ainsi, rien de tout cela ne m'a brisé. Ce qui m'a vraiment détruit se trouvait sur la table de la salle à manger, un nouveau gâteau au chocolat, parfaitement décoré, avec le nom de Wilfried écrit en glaçage bleu brillant. J'ai zoomé avec mes doigts encore et encore jusqu'à ce que je le voie. Dans le coin inférieur du cadre, presque hors champ, relégué comme un déchet que personne n'avait pris la peine de jeter, se trouvait mon gâteau, le même, à moitié mangé, sur le même plateau en aluminium, celui qu'ils avaient laissé au réfrigérateur et que j'avais photographié, comme s'il n'avait jamais eu la moindre importance. J'ai senti quelque chose de froid dans ma poitrine, une clarté si perçante qu'elle était presque physiquement douloureuse. Ce n'était pas de la colère, ni de la tristesse, c'était la découverte de la vérité qui avait toujours été là, mais que je refusais de regarder en face. Il ne m'avait jamais vu. Pas vraiment, pas comme quelqu'un qui méritait quelque chose. Et pourtant, pour la première fois, je commençais à me voir moi-même. Cette nuit-là, je me suis assis par terre dans l'appartement de Théo, le dos contre le mur, le téléphone toujours à la main. Je suis resté ainsi longtemps, observant la photo comme si je pouvais y trouver une autre explication. Il n'y en avait pas. Quelque chose en moi s'est brisé, mais une sorte d'élan a aussi commencé à se former, une nouvelle racine qui attendait depuis des années une fissure pour sortir. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté contre le mur,
j'ai simplement accepté ce que j'avais évité toute ma vie et j'ai su avec une certitude absolue que je ne reviendrai pas. Cela ne signifiait pas que les choses sont devenues magiquement plus faciles. En fait, les semaines suivantes ont probablement été les plus difficiles que j'ai jamais vécues. Il n'y a pas eu de processus héroïque, ni de discours inspirants, ni de désir soudain de prouver quoi que ce soit. C'était survivre au jour le jour. Il y avait des matins où se lever était une victoire, d'autres où sortir acheter un café à la boulangerie me semblait suffisant pour considérer ma journée comme productive. Parfois, je montais une autre vidéo de mariage pour Théo, une de plus parmi tant de clips qu'il acceptait juste pour m'aider à gagner un peu d'argent. Et d'autres fois, je montais sur le toit de l'immeuble, je mettais mes écouteurs et je laissais la ville bouger sous moi pendant que j'essayais de ne pas ressentir ce mélange de vide et de désarroi. Le pire n'était pas qu'il me manque, le pire était de confirmer à quel point je semblais peu leur manquer. J'ai attendu un message. Un simple « Comment vas-tu ?» Une tentative de conversation, quelque chose. Maman n'a pas écrit. Sibylle n'a rien demandé. Wilfried, évidemment, non plus. La conversation de groupe familial restait active, pleine de photos et de commentaires, le nouveau bureau de Wilfried, le chat de Sibylle, le brunch de maman avec ses amis. Mon père apparaissait de temps en temps pour laisser un « j'aime », mais mon nom n'a pas été mentionné une seule fois. C'était comme si j'avais cessé d'exister. Pendant ce temps, Théo s'est acharné pour que je ne sombre pas complètement. Il m'a prêté son équipement, a réorganisé un coin de son appartement pour que j'installe un espace de travail décent et m'a appris à naviguer sur les plateformes de freelance. Il m'a expliqué comment faire des propositions, comment évaluer mon temps, comment ne pas brader mon travail. Peu à peu, j'ai commencé à décrocher des contrats sur Fiverr, des corrections de couleurs, des améliorations audio, de petits montages, rien de glamour, mais c'était à moi. Cela représentait l'indépendance, le choix, un minimum de contrôle que je n'avais jamais eu au sein de ma famille. Et juste au moment où je commençais à retrouver une partie de moi-même, le message qui allait marquer un avant et un après est arrivé. Il venait de Joséphine, une créatrice de contenu lifestyle avec environ 80 000 abonnés. Ce n'était pas une superstar, mais elle avait une portée suffisante pour chercher de l'aide professionnelle. Elle m'a trouvé grâce à un commentaire que j'avais laissé dans un fil de discussion sur Reddit où je recommandais certains raccourcis de montage. Elle m'a dit que mon style avait une touche cinématographique et honnête et m'a demandé si je serais intéressé par le montage d'une série hebdomadaire. J'ai dit oui avant même de finir de lire. Travailler avec elle était différent. Elle me traitait avec respect, comme quelqu'un dont le travail avait de la valeur. Elle payait ponctuellement, donnait des retours détaillés, faisait confiance à mes décisions créatives. Et au bout d'un mois, elle a commencé à me recommander à ses amis créateurs. Soudain, j'avais 3 clients stables. Je payais ma part du loyer, je payais mes repas, je payais ma vie. Ce n'était toujours pas le luxe, beaucoup de plats au micro-ondes, beaucoup de snacks bon marché, beaucoup de nuits à travailler tard, mais c'était à moi, absolument à moi. Et sans que je m'en rende compte au début, je ne grandissais pas seulement professionnellement, je commençais aussi à me reconstruire émotionnellement, non pas à partir de la colère envers eux, mais à partir de la certitude que je pouvais être quelqu'un de complet sans eux. J'ai aussi grandi sur le plan émotionnel, même si j'ai eu du mal à l'accepter au début. Une des premières choses que j'ai faites pour moi a été de commencer à écrire dans un carnet. Ce n'était pas un journal intime mièvre, mais un espace où je laissais tomber des pensées brutes et désordonnées sans filtre. J'y ai parlé de l'anniversaire oublié, du mot ridicule, du morceau de gâteau mal conservé et de l'instant où j'ai compris que je n'occupais aucune place au sein de ma propre famille. À chaque page, je sentais que je récupérais quelque chose que j'avais cru perdu pendant des années, ma voix. Avant, je m'étais effacé pour maintenir le calme à la maison, pour ne déranger personne, mais maintenant, je n'avais plus à me recroqueviller. Je pouvais me permettre de ressentir de la colère, de la tristesse, de la fatigue. Je pouvais, pour la première fois, me permettre d'avoir de la valeur. Quelques mois après avoir quitté la maison, une nuit quelconque, je regardais mon téléphone sans trop y penser. Parmi de vieux fichiers est apparu un message vocal que je n'avais jamais écouté. Il venait de mon père et datait du lendemain de cette discussion que nous avions eue sur le banc du parc. J'ai hésité avant de le lire, mais j'ai finalement appuyé sur le bouton. Sa voix semblait fragile, presque éteinte. « Salut, Corentin. Je ne sais pas si tu reçois toujours mes messages. Je voulais juste dire que je suis désolé. Je n'avais pas réalisé à quel point les choses allaient mal. Ta mère,
Eh bien, elle a tendance à faire comme si tout était normal, même quand ça ne l'est pas. Ce n'est pas une excuse. J'aurais dû être plus attentif. Appelle-moi quand tu pourras. Je suis là. Je ne lui ai pas répondu. Pas à ce moment-là, mais pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose de différent du ressentiment. Ce n'était pas encore le pardon, mais un petit point de rupture vers quelque chose qui y ressemblait. Au fil des semaines, la vie m'a surpris de manières inattendues. Théo avait une amie nommée Daphné, assistante de production sur de petits tournages, des publicités locales, des projets indépendants, des clips vidéo tournés avec plus de volonté que de budget. Un soir, alors que nous mangions de la pizza en regardant une télé-réalité horrible, elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui ai dit que je faisais des travaux de montage à mon compte, que je cherchais à retrouver mon rythme. Elle a haussé les épaules et a lancé « Tu devrais venir un jour sur le plateau, voir comment ça se passe de l'autre côté de la caméra. » J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait, mais la semaine suivante, elle m'a appelé pour me dire qu'elle m'avait trouvé un poste d'une journée, porter du matériel, faire des courses, aider là où c'était nécessaire. Rien de glamour. La journée a été un chaos absolu. Des voix partout, des câbles au sol, des caméras se déplaçant comme si elles étaient des extensions du corps des gens, mais j'ai adoré. Je me suis senti partie prenante de quelque chose de vivant, de créatif, d'imprévisible. J'ai fini épuisé, mais avec la sensation d'avoir retrouvé une sorte d'énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'est ainsi que de petits boulots ont commencé à arriver, certains payés, d'autres moins. J'apprenais, j'observais, je nouais des contacts et chaque fois que je me tenais derrière le moniteur, regardant une scène se construire, je me souvenais à quel point je me sentais invisible dans ma famille. En revanche, là, au milieu des lumières, du bruit et du désordre, quelqu'un me voyait enfin. Les mois ont passé et j'ai eu 22 ans dans le même appartement avec Théo et quelques amis proches. Ils m'ont surpris avec de la nourriture thaïlandaise, ma préférée, un gâteau fait maison avec mon nom correctement orthographié et une vidéo pleine de blagues privées et de moments ridicules que nous avions vécus ensemble. Il n'y a pas eu de cadeaux luxueux ni de discours émouvants, seulement de l'affection sincère, et ce fut le meilleur anniversaire de ma vie. Alors que je pensais enfin laisser le passé derrière moi, il a trouvé le moyen le plus inattendu de me rattraper. C'est arrivé un matin ordinaire, alors que Théo vérifiait le courrier et qu'une enveloppe bleu clair avec mon nom écrit en une écriture cursive parfaite est apparue. J'ai senti un nœud dans mon estomac dès que je l'ai ouverte. Vous êtes cordialement invité au mariage de Wilfried et Sylvie. Mon frère se mariait. Je suis resté à regarder le carton sans rien comprendre. La cérémonie aurait lieu dans 6 semaines, élégante, mais dans le jardin de la maison familiale. En bas, d'une écriture reconnaissable, une note de ma mère, nous avons hâte de te voir. Tu nous manques. J'ai éclaté d'un rire involontaire en lisant ça. Théo, qui préparait du café, s'est retourné, alarmé. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai montré l'enveloppe. Invitation au cirque, ai-je dit. Il l'a lu et a froncé les sourcils. Waouh! Tu vas y aller? Je n'ai pas répondu car je ne le savais pas moi-même. Clairement, je ne leur devais rien. Cette partie était claire, mais l'invitation me laissait perplexe. Cela ressemblait à une tentative de réécrire l'histoire, de prétendre que la dernière année n'avait pas existé, comme si je n'étais pas parti à cause d'eux. Pendant des jours, j'ai gardé le carton dans mon sac à dos, y réfléchissant sans cesse. Je ne savais pas ce que je cherchais, la vengeance, tourner la page ou simplement leur prouver que je n'avais plus peur d'eux, que ce jeune homme silencieux et obéissant avait disparu et que l'homme qui avait pris sa place ne se cachait derrière personne. Je ne pouvais pas non plus me précipiter. Si je devais y retourner, ce ne serait pas comme un invité ordinaire. Ce serait en arrivant comme une tempête. L'enveloppe a fini pliée dans ma poche pendant près d'une semaine, les coins usés à force de la sortir et de la ranger. Chaque fois que je l'ouvrais, la même question revenait, pourquoi maintenant? Pourquoi me vouloir là-bas après tant d'indifférence? Après le gâteau à moitié mangé, le silence gênant, cette photo qu'ils n'ont jamais accrochée et tous les gestes qui m'avaient clairement fait comprendre que j'étais de trop dans la maison où j'avais grandi. Cela ne sonnait pas comme de l'affection, mais comme une opération de communication. Peut-être craignait-il les questions de la famille élargie. Ou peut-être que Wilfried voulait jouer la scène du frère réconcilié, la touche finale pour son mariage parfait, une histoire bien ficelée pour tous les invités. Mais je n'étais plus disposé à jouer un rôle secondaire dans leur récit.
s'ils voulaient que je sois là, j'allais leur montrer une version de moi qu'ils n'avaient jamais vue. Ce ne serait pas celui qui se taisait ni celui qui acceptait tout. J'entrerais la tête haute, sans cacher ce qu'ils avaient fait. Je n'en ai parlé à personne tout de suite, même pas à Théo. Je me suis contenté de continuer à travailler, à monter, à prendre des commandes, à accumuler de petits paiements et, le soir, je m'asseyais dans un coin de l'appartement avec un carnet, notant des idées comme les pièces d'un puzzle. Que cherchais-je exactement? Que pouvais-je dire ou faire qui soit réel, percutant, mais sans tomber dans la vulgarité ni la colère pour la colère? Je ne voulais pas gâcher la journée juste pour le plaisir. Je voulais qu'ils affrontent la vérité, qu'ils entendent de ma propre voix comment ils m'avaient poussé à partir, qu'ils ne puissent pas détourner le regard. Alors j'ai compris. L'occasion parfaite n'était pas simplement d'y assister. L'occasion était le discours. Connaissant ma famille, le mariage serait bondé. Même si c'était dans le jardin, mes parents avaient toujours été dévoués aux apparences. Famille éloignée, voisins, anciens camarades de fac de Wilfried, facilement 100 personnes. Et connaissant mon frère, il me demanderait de dire quelques mots. Ce serait son grand trophée. Regardez, mon frère est revenu. La preuve que la famille était de nouveau unie. Et c'était là ma fenêtre, car je ne comptais pas revenir pour sourire et faire semblant. Si je revenais, ce serait en tant que quelqu'un qui avait enfin compris qu'il ne serait plus jamais invisible. Wilfried ne refusait jamais une occasion de se vanter de quoi que ce soit, encore moins de quelque chose d'aussi grand que son mariage. Il avait toujours été le genre de personne à transformer chaque détail en une démonstration publique, même les petites victoires qui n'existaient que dans sa tête. C'est pourquoi, en pensant à l'invitation, j'ai compris que si j'acceptais d'y assister, j'aurais entre les mains une opportunité que je n'avais jamais eue auparavant, me tenir devant toute ma famille, avec eux captant chacun de mes mots, et dire ce que j'avais ravalé pendant des années. Je ne cherchais pas à blesser qui que ce soit ni à provoquer un scandale. Ce que je voulais, c'était quelque chose de simple et pourtant, impossible pour eux, la vérité, dite sans trembler, sans rancune, sans cri. Mais je savais que mes seules paroles ne suffiraient pas. Dans cet environnement, la vérité avait besoin de preuves. Sinon, ils la rejetteraient comme une exagération, du ressentiment ou une mauvaise interprétation, la phrase préférée de ma mère quand elle ne voulait pas assumer quelque chose. Je me suis donc donné pour mission de rassembler ce qu'ils ne pourraient jamais contester, des preuves. J'ai passé des heures à revoir de vieilles conversations, certaines si anciennes que j'ai dû récupérer des sauvegardes que je ne me souvenais même pas d'avoir. Parmi les messages avec ma mère, avec Wilfried et Sibylle, j'ai trouvé des schémas que je soupçonnais déjà, mais qui, en les voyant dans l'ordre, m'ont frappé comme s'ils étaient nouveaux. J'ai commencé à prendre des captures d'écran, les messages ignorés, les vœux auxquels personne n'a répondu, les demandes où ils n'apparaissaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Chaque capture était une pièce de plus du même puzzle, un historique complet de la façon dont je n'avais jamais occupé une place réelle dans cette famille. Puis j'ai rouvert la photo de la célébration de Wilfried que j'avais gardée si longtemps. Je me suis de nouveau arrêté sur ce coin de l'image où apparaissait le gâteau à moitié mangé, celui que j'avais trouvé dans le réfrigérateur avec son mot maladroit et son excuse usée. J'ai de nouveau agrandi l'image, observant le cachet de la date, les détails de l'emballage, l'ombre sur la table. C'était incroyable tout ce qu'une photo pouvait révéler quand on la regardait sans chercher à la justifier. J'ai aussi retrouvé la conversation de groupe de mon propre anniversaire. Ce message de moi, si bref et si isolé, « Salut, les gars. J'ai 21 ans aujourd'hui. » Je l'ai envoyé dans l'espoir que pour une fois, ils se souviendraient de quelque chose sans qu'on le leur demande. Je l'ai envoyé en pensant que je recevrais au moins un joyeux anniversaire. Au lieu de cela, la seule chose que j'ai reçue a été le silence. Un silence que je n'ai compris que bien plus tard, quand j'ai commencé à voir les choses sans le bandeau émotionnel que j'avais porté pendant des années. Ensuite, j'ai ouvert le dossier le plus difficile, celui des enregistrements audio. Lors de mes premiers travaux en freelance, je m'étais habitué à enregistrer les conversations importantes pour ne pas perdre de détails, pour pouvoir revenir en arrière et vérifier ce que quelqu'un avait demandé. Avec le temps, c'est devenu un automatisme et, grâce à cela, je conservais l'appel le plus dur que j'avais eu avec ma mère, où elle m'avait dit, comme si c'était la chose la plus logique, qu'il valait peut-être mieux que je ne sois pas là. J'avais aussi un message vocal de mon père et quelques audios de Wilfried. Je ne prévoyais pas de les diffuser publiquement. Je ne voulais pas transformer le mariage de mon frère en une procédure civile.
Mais savoir qu'ils existaient et que rien de ce dont je me souvenais n'était le produit de mon imagination, me donnait une fermeté que je n'avais jamais ressentie. Pourtant, je comprenais qu'un discours, aussi précis soit-il, serait insuffisant. Wilfried, aux yeux de mes parents, était incontestable. Le fils parfait, la fierté de la famille, l'histoire qu'il racontait avec des étoiles dans les yeux. Si je parlais de ma douleur, il la transformerait en drame. Si j'exposais des schémas, il dirait que j'exagérais. C'est pourquoi j'avais besoin de quelque chose de plus, un symbole, un témoin, un écho qui confirmerait que je n'inventais rien. Cet écho ne pouvait venir que de quelqu'un qui avait aussi vécu là-bas. Et j'ai immédiatement pensé à Sibylle. Ce n'était pas quelqu'un avec qui je parlais souvent. Nos conversations s'étaient réduites à des mèmes, des phrases courtes ou des tentatives infructueuses de garder le contact. Pourtant, je n'avais jamais cessé de m'inquiéter pour elle, en partie parce qu'elle était plus jeune, en partie parce qu'elle n'avait jamais choisi d'être au milieu de dynamiques qui faisaient d'elle la favorite et aussi parce que son expression sur cette photo, le regard perdu pendant que tout le monde célébrait Wilfried, en disait plus que ce qu'elle pouvait exprimer avec des mots. Je l'ai appelée sans savoir comment elle réagirait. Elle a répondu à la deuxième sonnerie d'une voix prudente. « Salut, c'est Corentin », ai-je dit. Il y a eu une pause, une de celles qui vous disent que l'autre personne est en train de trier ses émotions. « Oh, salut. Quelle surprise. » Je lui ai demandé si elle avait une minute et elle a dit oui. Je ne voulais pas tourner autour du pot. J'ai reçu l'invitation pour le mariage de Wilfried. « Bien sûr, j'imaginais que tu la recevrais », a-t-elle dit avec ce ton qui mêle malaise et lassitude. « Tu vas y aller, je suppose. Tu sais, c'est ce qui est attendu. » Après un silence, elle m'a demandé avec plus de précaution, « Et toi, tu penses y aller ?» « Oui », ai-je répondu, mais pas pour applaudir. J'ai senti la tension de l'autre côté de la ligne. J'ai ajouté, « Je ne vais pas créer de problème, ce n'est pas ce que je cherche. Je pense juste qu'il est temps qu'ils entendent la vérité telle qu'elle est. » Sans élever la voix, sans rien adoucir. Ce qu'elle a dit ensuite était complètement inattendu. « Je suis contente », a-t-elle répondu. Il est temps qu'ils l'entendent. Je suis resté immobile, ne sachant pas si j'avais bien entendu. Pardon ? J'ai grandi, Corentin. Et depuis que tu es parti, tout a changé. Il parle de toi comme si tu avais disparu, comme si tout le mal avait commencé avec toi. Mais quand tu commences à regarder ce qu'ils n'ont jamais dit, ce qu'ils n'ont jamais fait pour toi, tu comprends que le problème, ce n'était pas toi. Je suis resté assis, immobile, comme si mon corps avait besoin de temps pour digérer chaque phrase. Sibylle a continué, « Maman n'a pas mentionné ton nom une seule fois en parlant du mariage. J'ai dû lui demander si tu avais été invité et tout ce qu'elle a dit, c'est, on verra s'il se montre. Comme si tu étais un problème à éviter, comme si nous n'avions pas vu ton gâteau triste sur la table pendant qu'il célébrait Wilfried avec de nouvelles décorations. Et quand j'ai dit que ce n'était pas bien, elle m'a dit que je manquais de respect. » Ces mots, si simples et si durs, ont confirmé tout ce que je ressentais depuis des mois. J'ai pris une grande inspiration et je lui ai demandé de l'aide. Pas pour qu'elle prenne parti, juste pour que si je racontais ce que j'avais vécu, quelqu'un d'autre puisse dire, oui, c'est arrivé. Et Sibylle a accepté sans hésiter. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, reconstruisant des souvenirs, comparant des versions qui semblaient différentes jusqu'à ce que nous comprenions tous les deux qu'elles ne l'étaient pas. Simplement, je n'apparaissais pas dans la plupart des événements importants car ils ne m'avaient jamais considéré comme un élément essentiel. Le voyage à Disneyland, j'étais en colonie de vacances. La croisière, je n'ai pas pu y aller car j'avais des examens finaux. Les photos de remise de diplôme de Wilfried, c'est moi qui les ai prises. Les miennes n'ont jamais été programmées. Même Sibylle a commencé à voir la même structure se répéter. La mémoire égalitaire de maman n'était qu'un script dans lequel je n'avais aucune réplique. Cette nuit-là, j'ai essayé d'écrire mon discours, mais chaque version échouait d'une manière différente. L'une était trop furieuse, l'autre trop douce, une autre trop ironique. J'ai donc fini par m'enregistrer. J'ai chuchoté différentes versions au microphone, m'entraînant pendant que Théo dormait. J'ai ajusté chaque inflexion, chaque idée. Je ne voulais pas paraître blessé, mais ferme. Je ne voulais pas la vengeance, je voulais la clarté. Quand le week-end du mariage est arrivé, je le connaissais par cœur. Je me suis habillé avec le peu que j'avais, un pantalon emprunté à Théo,
une chemise un peu grande et une cravate noire que je n'avais utilisée qu'à un enterrement. Daphné m'a aidé à me coiffer. Théo a voulu m'emmener, mais j'ai refusé son offre. J'avais besoin de marcher seul, d'arriver par mes propres moyens, non par orgueil, mais parce que c'était un moment que je devais affronter sans m'appuyer sur personne. La maison était exactement comme je m'en souvenais, façade blanche, volets verts, le jardin plein de rosiers que j'avais moi-même entretenu pendant des années pendant que Wilfried dormait sans se soucier de rien. Dans le jardin, on avait installé des rangées de chaises, une tente blanche avec des voilages flottants au vent, une table avec des verres et des bouteilles attendant les invités. Les guirlandes lumineuses commençaient à briller alors que le soleil descendait, baignant tout d'une teinte dorée. Je suis resté immobile un instant, respirant profondément avant d'avancer. Chaque pas semblait traverser d'anciennes versions de moi-même, toutes ces versions qui avaient essayé de s'intégrer sans y parvenir. Quand j'ai traversé la pelouse, plusieurs invités se sont retournés pour me regarder. Certains ont souri poliment, d'autres ont murmuré, d'autres m'ont simplement observé avec curiosité. Et puis je l'ai vu. Ma mère, impeccable, près de la table du buffet, robe bleue, sourire répété, posture parfaite, comme si rien de tout cela ne l'avait jamais affectée, comme si je n'avais pas existé assez pour troubler sa tranquillité. Quand nos regards se sont croisés, elle est restée immobile un instant. Puis elle a forcé un petit sourire tendu. « Corentin » a-t-elle dit. « Je suis contente que tu sois venu. » Je me suis approché slowly. Son étreinte fut si légère que je l'ai à peine sentie, comme si elle accomplissait une formalité et non comme si elle saluait son propre fils. « Je suis contente que tu sois là », a-t-elle ajouté avant de se tourner immédiatement vers quelqu'un d'autre. C'est tout. Pas d'excuses, pas de mention de quoi que ce soit en suspens, juste le sentiment que je faisais partie du décor. 10 minutes plus tard, Sibylle est apparue. Elle s'est glissée entre les invités jusqu'à moi et m'a discrètement passé une serviette pliée avec un message écrit à la hâte, « Il veut que tu parles ?» Idée de maman. Tu passes après papa. Bien sûr, comment pourrait-il en être autrement? Il voulait la performance, la démonstration publique que tout était surmonté, le moment parfait pour se vanter de la bonne santé de la famille. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais d'autres plans. Quand j'ai vu que les gens commençaient à se rassembler près du microphone placé sous la tente, j'ai gardé le carton d'invitation dans la poche intérieure de ma veste. L'encre avait bavé, mais on pouvait encore le lire. Ce papier était mon encre. Il croyait que j'allais me tenir là, dire de belles paroles et disparaître à nouveau en silence. Ils oubliaient quelque chose de fondamental, je n'avais jamais été le problème, et pour la première fois, j'avais la parole. Le murmure s'est tu lorsque Wilfried s'est avancé vers le microphone avec un sourire qui semblait étudié pour déclencher des applaudissements automatiques. Le soleil s'est positionné juste derrière lui, mettant en valeur son costume impeccable et toute sa mise en scène parfaitement orchestrée. Il a porté un toast court, prétentieux, remerciant Sylvie, les invités, nos parents pour l'organisation. Et au moment opportun, arborant son sourire habituel, il a annoncé, et maintenant, quelques mots de quelqu'un de très spécial, mon frère Corentin. Le public a offert quelques applaudissements polis, des regards curieux, des sourires tendus de parents éloignés qui se souvenaient à peine de mon nom. J'ai marché lentement vers le microphone, une main toujours dans ma poche, serrant le carton comme si c'était une pierre qui me maintenait stable. J'ai respiré profondément. Bonsoir, je suis Corentin. J'ai laissé le silence s'installer. Le frère de Wilfried, celui du milieu. Peut-être que certains d'entre vous se disent, « Ah, il y a un fils du milieu. » Eh bien, c'est à peu près toute mon histoire. Quelques rires brefs, plus par gêne que par amusement. Je n'ai pas regardé ma mère, ni mon père, ni Wilfried. J'ai regardé Sibylle, debout sur le côté, m'observant comme quelqu'un qui sait que vous marchez sur une corde raide mais qui a confiance que vous n'allez pas tomber. Je pourrais me tenir ici et dire les choses habituelles, ai-je continué. Que je suis fier, que ce jour signifie beaucoup, que je me sens honoré. Mais ce serait mentir. La tension a traversé l'assemblée. Pourtant, j'ai poursuivi calmement. Je veux raconter une autre histoire, une histoire rarement mentionnée lors des célébrations familiales. L'histoire de grandir en se sentant invisible, de fêter ses anniversaires sans que personne ne s'en aperçoive, d'entendre dire qu'on est facile à vivre simplement parce que cela signifie qu'il est facile de nous ignorer, de voir un frère recevoir des concerts, des voitures, des fêtes, pendant que votre anniversaire se résume à un vieux gâteau de supermarché et un mot griffonné disant « mais il n'y a pas d'argent »,
pour découvrir 2 semaines plus tard qu'il y en avait, mais pas pour vous. J'ai sorti le carton de ma poche et je l'ai levé. J'ai reçu ça il y a 1 mois. Le premier contact que j'ai eu d'eux en 1 an. Pas d'excuses, pas d'explications, juste une invitation, comme si de rien n'était. Plusieurs invités ont réagi avec de petits sursauts. J'ai senti le regard de ma mère planté sur moi comme si elle voulait me transpercer. Je suis venu aujourd'hui parce que j'ai compris quelque chose, ai-je poursuivi. Il est facile de réécrire l'histoire quand la personne silencieuse s'en va. Alors je voulais être présent pour ne pas être effacé. Cette fois, j'ai regardé ma mère. Tu m'as dit que j'exagérais, que ce n'était pas si grave, que c'était moi qui faisais un drame. Son expression était tendue, paralysée. Je me suis adressé à mon père. Tu m'as demandé de revenir quand je serais prêt à parler. Je suis revenu. Vous n'avez pas écouté, vous ne l'avez jamais fait. Il a détourné le regard. Et puis j'ai regardé Wilfried. Tu t'es moqué de moi en message privé. Tu as dit que j'avais abandonné la famille pour un gâteau. Mais ce n'était pas le gâteau, n'est-ce pas? C'était d'avoir passé des années à être le fils de seconde zone, de te voir enfreindre les règles et être quand même récompensé. De te voir être récompensé pour tes échecs pendant que je nettoyais les débris. Wilfried a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Je ne cherche pas la pitié. Je cherche à tourner la page. J'ai sorti de ma poche une petite clé USB. Ici, il y a des souvenirs, des captures d'écran, des audios, des messages vocaux, tout ce qui montre ce que c'est que d'être le fils que personne ne remarque. Je pensais l'envoyer à tout le monde après le discours, mais ce n'est plus nécessaire. Si après ce que j'ai dit vous ne me croyez pas, vous ne le ferez jamais. Et si vous me croyez, alors c'est suffisant. Je me suis tourné vers Sylvie, la femme de Wilfried. Nous n'avons pas beaucoup parlé, Sylvie, mais j'espère que tu comprends ce que tu acceptes. Pas seulement lui, mais son entourage, son silence. Et si un jour tu sens que ta voix commence à se réduire, n'attends pas 10 ans pour te défendre. Elle est restée figée, pâle. Elle n'a pas répondu, elle a juste regardé Wilfried, dont le visage oscillait entre une fierté brisée et une alarme que je ne lui avais jamais vue. J'ai reculé d'un pas. Merci pour l'invitation. Je me retire. Je me suis éloigné de la petite estrade, traversant des rangées de visages incrédulés de parents mal à l'aise. Je suis passé devant la table du buffet, les guirlandes lumineuses, la cabine du DJ, sans me retourner, jusqu'à ce que j'entende des pas pressés. C'était Sibylle. Elle a attrapé ma main. C'était impressionnant, a-t-elle murmuré. Ils explosent, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Maman pleure déjà. Wilfried et Sylvie se disputent. Papa a l'air de vouloir se fondre dans le décor. Je me suis arrêté au bord du jardin. Je suis désolé que tu vives encore avec eux, lui ai-je dit. Plus maintenant, a-t-elle répondu. J'économise depuis des mois. J'avais juste besoin d'un coup de pouce. Je l'ai vraiment regardée, peut-être pour la première fois, et j'ai vu en elle une version plus jeune de moi-même, élaborant ses propres plans d'évasion. Je vais t'aider, ai-je promis. Elle a souri. Nous avons marché ensemble vers la rue, où la voiture de Théo était garée, tournant en rond comme je le lui avais demandé. Je me suis assis sur le siège avant. Sibylle est restée debout un moment, a levé la main et est retournée vers le chaos, la tête haute. Qu'est-ce qui s'est passé, a demandé Théo, surpris. J'ai dit la vérité, ai-je répondu. Et pour une fois, ils ont dû écouter. Le trajet a été silencieux, mais d'un silence différent. Ce n'était pas un fardeau, c'était un repos. Cette nuit-là, j'ai reçu 3 messages d'affilée. Mère, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça au mariage de ton frère. Wilfried, pour moi, tu es mort. Ne m'adresse plus jamais la parole. Père, j'aurais aimé que tu ne le fasses pas, mais je te comprends. Peut-être qu'on pourra parler, juste toi et moi. Je n'ai répondu à aucun. Plus par colère. C'était simplement la fin. Plus tard, j'ai mis une version brève du discours sur mon site professionnel. Sans nom, sans photo, juste des mots bruts, nets, réels. Je l'ai sauvegardé parmi des vidéos et des témoignages comme un témoignage de plus de qui je suis. 1 mois plus tard, j'ai reçu un message de Joséphine. Quelqu'un m'a envoyé ton discours.
Je sais que c'est personnel, mais as-tu pensé à en faire quelque chose de plus? Peut-être un court documentaire, une série narrative. C'est puissant. Je suis resté à regarder l'écran. J'ai souri. Pour la première fois, ma voix n'était pas un ajout, elle était le centre. Non seulement il m'avait vu, mais il m'avait rendu inoubliable. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.